Salut la famille, c'est Consolata, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais revenir sur les deux grosses affiches du soir, et comme d'habitude je vais commencer par le match du Barça. Alors je vous dis la vérité, franchement, encore une fois, c'était un match catastrophique de la part du Barça. Au bout d'un moment, Xavi commence vraiment à me sortir par les trous de nez. J'en peux plus, j'ai pas senti pendant très longtemps avec ce coach. Pendant très longtemps, je voulais chercher des excuses. Pendant très longtemps, je disais non, il nous faut encore le temps. Pendant très longtemps, je disais non, il nous faut une saison complète. Pendant très longtemps, je disais qu'il lui faut encore d'expérience en Ligue des Champions. Pendant très longtemps, j'ai essayé de chercher toutes les excuses possibles aux défaites qu'il pouvait avoir. Mais aujourd'hui c'est trop tard, aujourd'hui c'est fini, on n'en peut plus. Xavi c'est bon, c'est fini, moi je sors du train les gars. Je sors même de la gare les gars, c'est plus possible. Son équipe aujourd'hui elle progresse plus, ses choix ils sont toujours aussi catastrophiques. On est au même stade que la saison dernière. Heureusement, je vous le dis, heureusement qu'on est dans un groupe plus facile que la saison dernière. Heureusement qu'on est dans un groupe abordable. Mais si on avait été dans un groupe aussi relevé que la saison dernière, si on avait été face au Bayern, ou si on avait été face à l'Inter par exemple, mais ça fait bien longtemps qu'on aurait complètement abandonné l'idée de se qualifier en huitième de finale, parce que déjà même là ça pourrait être compliqué, heureusement que pour le dernier match on va affronter l'Antwerp, mais je vous le dis, la première place on peut déjà l'oublier, parce que là dans 3 semaines tu vas recevoir Porto, et je peux vous dire que si tu joues de la même manière, si tu joues de manière aussi catastrophique que contre cette équipe du Shakhtar, mais jamais de la vie tu gagnes ce match, jamais de la vie, et c'est pour ça que je vous dis, heureusement qu'il te manque plus qu'un point pour te qualifier, heureusement. Si ça n'a pas été le cas, ça aurait été déjà terminé. Heureusement qu'au match aller contre Porto, tu gagnes vraiment de manière très difficile, tu gagnes, on va dire même avec une certaine réussite, une certaine chance. Il faut le dire les gars au bout d'un moment. Donc heureusement que c'est le cas. Sinon, je vous le dis, bye bye les huitièmes de finale. Et encore une fois, de retour en Europa League, pour encore une fois se faire taper en Europa League, comme chaque saison. Mais là, même tu vas te qualifier en huitième de finale. Pour aller faire quoi? Tu vas aller faire quoi en huitième de finale? On va aller rien faire du tout. On va encore se faire humilier. On va encore se faire ridiculiser. Comme chaque saison. Moi j'en peux plus de cette équipe. Et chaque saison, je vous le dis, quand le Barça fait des bons matchs en Liga, quand le Barça commence bien la saison en Liga, etc. Et que ça vient me dire, ouais regarde ce que ça fait, regarde. Tu gagnes 4-0, tu gagnes 5-0 contre le Betis. Tu gagnes 5-0 ici, tu gagnes 5-0 là. À chaque fois on me dit, regardez, cette fois-ci, cette année c'est la bonne. Mais là y a rien du tout. Là y a rien du tout comme l'année passée. J'ai l'impression de voir une saison conforme de ce qu'on peut voir la saison passée. Et je vais vous dire une chose, je vais même aller plus loin. Cette année, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse gagner la Liga. Parce que le Real sera concentré avec la Ligue des Champions. Parce que Girona pourra pas tenir toute une saison comme ça. Parce que l'Atlético aussi sera concentré avec la Champions League. Regardez l'Atlético aujourd'hui qui gagne 6-0. L'Atlético gagne 6-0 et nous, on n'arrive pas à gagner contre le Shakhtar. On est où là? On est où? C'est ça le Barça. C'est ça le grand Barça. Aujourd'hui, on s'est pris une leçon par cette équipe du Shakhtar. Une équipe qui a un pays en guerre. C'est quand même une dinguerie ça. C'est incroyable. En termes de tiki-taka et que sur le but, ils te mettent un but après une longue séquence de possession, après énormément de passes, ça fait tourner, ça va à gauche, ça va à droite, ça joue en triangle, finir par une occasion et finir par un but. Et nous on regarde, on est là, et Christensen aussi. Christensen au bout d'un moment, je veux bien, ok, il a pas été mauvais dans ce match, ok, c'était pas le plus mauvais, d'accord, mais sur le but, comment c'est possible que Christensen se fasse avoir comme ça sur le duel? Comment c'est possible que le joueur du Shakhtar, il s'élève dans les airs et que Christensen, il va vers le bas, il va vers le sol? C'est normal ça? C'est un défenseur central ça, s'il vous plaît? C'est un défenseur central de classe internationale ça? Non, je vous le dis, aujourd'hui cette équipe elle fait totalement pitié. Elle fait totalement pitié. Lewandowski, au bout d'un moment, on veut plus te voir. Lewandowski, retourne en Pologne, boire de la vodka ou faire ce que tu veux, mais on veut plus te voir avec cette équipe du Barça. Il y en a marre au bout d'un moment. Il y en a marre de te voir Lewandowski, parce que là ce qu'on voit là, c'est pas Lewandowski, c'est pas le Lewandowski qu'on connaît, c'est pas le Lewandowski qui nous martyrisait à l'époque où on jouait au Bayern. Ça a plus rien à voir. Aujourd'hui c'est ton jumeau, ou c'est ton cousin, ou je sais pas c'est qui, mais retourne faire tes TikTok pourris et laisse ce Barça tranquille. Laisse-moi ce Barça tranquille. Lewandowski au bout d'un moment, même Ferran Torres depuis le début de la saison, il a fait des meilleurs matchs que lui. Même Ferran Torres a été meilleur que Lewandowski sur ses matchs de Ligue des Champions depuis que Lewandowski est arrivé au Barça. Au bout d'un moment, ce mec doit se remettre en question. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et je n'ai même pas commencé à le défendre en me disant ouais mais il a marqué un doublé contre le Celta Vigo, il a mis un but contre le Betis, il a mis un but contre l'Antwerp. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre de cette fraude polonaise. C'est à chaque fois la même chose. Depuis qu'il arrive au Barça, c'est à chaque fois ça. Contre des petites équipes de Liga ou des équipes moyennes de Liga ou des petites équipes en Ligue des Champions à la limite, il arrive à marquer des buts, il arrive à faire des bons matchs, mais une fois que le niveau il commence à monter, il y a plus rien. Il y a plus rien du tout. Et pareil pour Roméo. Roméo, pendant longtemps je t'ai défendu quand t'es arrivé au club. Pendant très longtemps je disais bon allez, il faut lui laisser sa chance. Il va peut-être apporter des choses intéressantes. En plus de ça, sur ses débuts, sur sa préparation, je me rappelle qu'il m'a surpris sur certains matchs. Donc on lui a laissé sa chance.
Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Parce que déjà, Roméo, déjà, t'es un joueur éclaté. T'es dégueulasse, balle au pied, tu fais pitié à voir. Je te le dis. Et en plus de ça, on voit que t'essaies de faire des petits gestes techniques. T'essaies de faire des talonnades éclatées. Mais tu te crois où, là? Tu t'es pris pour qui? Contente-toi de défendre. Contente-toi de faire le CRS comme d'habitude, c'est déjà beaucoup. Quand tu fais bien encore à la limite, parce que le 3/4 du temps, combien de fois lui aussi il se fait avoir, il se fait prendre dans son dos, il se fait dribbler aussi. Au bout d'un moment, voilà, c'est pas avec un joueur comme ça qui va que au charbon qu'on va pouvoir avancer. Moi lui aussi, ça y est, je fais une croix sur lui. Au bout d'un moment, avec le nombre de joueurs que t'as au milieu de terrain, avec la possibilité que t'as de mettre Gundogan au poste de numéro 6, tu te traînes encore, tu te coltines encore Roméo, comment c'est possible? Mais après, c'est pas que sa faute. On va revenir sur Xavi parce que j'ai pas encore fini avec Xavi. Mais quand on voit la compo aujourd'hui, moi je comprends pas. C'est quoi cette compo? C'est quoi cette compo de clochard? Mais c'est sérieux? Vraiment? Ferran Torres sur le côté gauche alors que t'as João Félix sur le banc? C'est une blague? Non mais vraiment c'est une blague ou quoi? On a tous compris une chose depuis ce début de saison, c'est que Ferran Torres, c'est un endroit où tu peux le faire jouer, c'est en numéro 9, c'est dans l'axe, c'est là où ce qui est intéressant à la finition, etc. Mais Ferran Torres c'est plus un ailier, c'est fini, faut arrêter de le mettre sur un côté. On l'a compris sur ce début de saison. Si toi, Xavi, vieux coach que t'es, tu l'as pas compris, c'est qu'il y a vraiment un problème. Pareil, tu fais jouer Rafinha, explique-nous sur quoi tu te bases aujourd'hui pour faire jouer Rafinha à la place de Lamine. Explique-nous sur quoi tu te bases. À part le fait qu'il y en a un qui est d'origine brésilienne, italienne, qui te fait la salsa quand il marque des buts et tout ça, et que l'autre, il est d'origine marocaine et Guinée équatoriale. Pour moi, c'est la seule chose. Je suis désolé, c'est la seule chose. Ok, il y a peut-être l'âge, ok, d'accord, on peut parler d'âge, mais au bout d'un moment, quand on voit certains joueurs, quand on voit des Bellingham, quand on voit des Zaïre Emery, aujourd'hui, pour moi, en 2023, dans le football, l'âge, ça veut plus rien dire. Faut le comprendre, ça aussi, au bout d'un moment. Faut le comprendre. Et là, aujourd'hui, avec Lamine Yamal, quand on voit son entrée, quand on voit la différence entre le match de Lamine Yamal et celui de Rafinha, je comprends pas pourquoi Lamine Yamal n'est pas titulaire. Et je parle pas juste par rapport à ce match-là. Si on regarde sur l'ensemble de la saison, je suis désolé, Lamine Yamal, c'est au-dessus de Rafinha. Lamine Yamal, il est plus convaincant que Rafinha. Et encore, il est perfectible. Et encore, il a une grosse marge de progression. Rafinha a encore eu sa chance plusieurs fois avec le Barça, sur toute une saison. Mais il a pas su répondre présent, alors que Lamine Yamal, sur quelques matchs seulement, il a su en profiter, il a su saisir sa chance. Et pareil, il y a d'autres joueurs qui sont sur le banc, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce que Fermin Lopez fait sur le banc? Qu'est-ce que Pedri fait sur le banc? Fermin Lopez, au bout d'un moment sur le match aller, c'est l'homme du match. Et là tu dis non, aujourd'hui tu vas pas jouer, aujourd'hui on compte pas sur toi. C'est quoi le délire? Explique-moi c'est quoi le délire? Pareil pour le fait de faire jouer encore une fois Marcos Alonso à la place de Baldé. Alors là faut vraiment être un sacré débile. Faut vraiment être complètement stupide. Je comprends pas la logique de ce coach. On n'en peut plus. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, les gars, on aurait pu jouer pendant je sais pas combien de temps, on aurait pu jouer encore pendant 3 heures. T'aurais pas marqué. Parce que même en termes d'occasion, t'avais quasiment aucune occasion dans ce match. Il y avait rien, il y avait aucune créativité, il y avait pas d'animation offensive, il y a absolument rien du tout. Alors déjà, qu'il y a ce problème justement que quand t'arrives à ouvrir le score, t'as du mal à gérer la fin du match, t'as du mal à garder ce score. C'est ce qui me pose problème depuis le début avec Xavi, ça je l'ai toujours dit. Mais aujourd'hui, en plus de ça, on voit que même pour ouvrir un score, ils n'ont pas été capables de le faire. Même pour aller chercher l'égalisation, ils n'ont pas été capables de le faire. Alors ouais, t'arrives à remonter un score quand c'est Granada en face, quand c'est Celta Vigo en face, et c'est bien, bravo. Mais au bout d'un moment, là, c'est plus Granada, c'est plus Celta Vigo. Là, tu joues avec des champions. C'est un niveau au-dessus. C'est des équipes qui sont censées être préparées à ce genre de match. Et le problème, c'est qu'avec Xavi, depuis qu'il est arrivé, et avec beaucoup de ses joueurs, ils n'ont toujours pas compris. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, quand t'arrives avec des champions, tu dois hausser le niveau. Et aujourd'hui, on a bien vu qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Et le problème, surtout, c'est même pas, comme je vous dis, c'est même pas le résultat. À la limite, t'aurais pu perdre ce match 1-0 sur un accident, etc. Ça aurait pu être pardonnable. Mais là, le problème, c'est que tu perds 1-0, mais c'est mérité. C'est tout à fait mérité parce que t'as pas mérité une égalisation dans ce match. Le Shakhtar a fait le taf. Alors ils n'ont pas été monstrueux non plus, cette équipe du Shakhtar n'a pas non plus été incroyable, c'est ça le pire. Mais le truc c'est que clairement, je vous le dis, tu perds 1-0, mais c'est pas du tout comme si c'était un accident. C'est pas du tout comme si, voilà, t'avais tout donné dans ce match, tu t'es procuré plusieurs occasions, que au final, voilà, le Shakhtar marque sur la seule occasion qu'ils ont. Non, c'est pas ça. C'est que t'as perdu et t'as très bien mérité de perdre. C'est aussi simple que ça. Alors à la limite, au bout d'un moment, je vais dire une chose, j'espère au moins que cette défaite, elle va servir de leçon. Elle va servir à Xavi de se remettre en question une bonne fois pour toutes. Parce que moi, je vous le dis, moi, aujourd'hui, le résultat, il m'intéresse même plus. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est de voir du jeu. Ce que je veux, c'est de voir une équipe qui propose un beau football. Et si ça doit demander de passer à côté du résultat pendant plusieurs matchs,
pendant même plusieurs saisons, c'est pas un problème. Mais au moins, si tu retrouves une équipe du Barça qui propose un beau football, qui arrive à retrouver son fameux jeu de possession et tout ça, et son jeu de position surtout, à ce moment-là, tu sais qu'au moins derrière, tu seras fier de ton équipe. Mais là, vraiment, même des fois sur certaines victoires, il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté. Est-ce que vraiment sur la dernière victoire contre la Real Sociedad, il y avait un sentiment de fierté derrière ça? Pas du tout, pas du tout, c'était mauvais, et comme souvent d'ailleurs. Après pour ce qui est du match du PSG, là aussi c'était catastrophique, c'était vraiment très mauvais, faut dire la vérité. Et ce qui est marrant, c'est que par rapport au match du Barça, je disais qu'ils pouvaient jouer pendant 2-3 heures encore, à aucun moment ils auraient pu marquer. Là c'était exactement ce qui s'est passé du côté parisien. On avait le même sentiment, à aucun moment je sentais que le PSG pouvait égaliser dans ce match. Parce que de toute façon c'est simple, Mbappé quand il est dans un soir comme ça, tu sais que tu pourras rien attendre de lui. On l'a bien marqué. En fait ce qui est intéressant avec Mbappé, c'est que soit il te propose un match où il est monstrueux, où il est très bon, ou alors il est dégueulasse. C'est un des deux. Mais c'est jamais un match moyen de la part d'Mbappé, entre les deux, etc. Là, pour le coup, il a été très mauvais, faut le dire. Mbappé, franchement, un des pires matchs qu'il a fait cette saison. Le mec, il t'a raté 2 face-à-face dans ce match. Un où il est complètement face au gardien et il n'arrive pas à la mettre. Et le deuxième, c'est où il est un peu excentré, et il a peut-être la possibilité de revenir en trait, il tente la frappe, et derrière ça, Maignan, il prend même pas la peine de plonger, il met juste sa jambe pour écarter le ballon, et c'est tout. Et en plus de ça, en plus de ces 2 occasions qu'il rate, il t'en rate encore 2 autres où il est hors jeu. Alors, sur l'action, il sait pas qu'il est hors jeu, mais ça montre très bien que dans un match comme ça, tu peux rien attendre d'Mbappé. Dans un match comme ça où tu vois qu'il rate tout, hors jeu ou pas hors jeu, il te rate des contrôles, il te rate quasiment tous ses dribbles, tu sais que c'est un match qui est voué à l'échec pour Mbappé, et donc dans le 3 quarts du temps, quand Mbappé est mauvais, le PSG aussi est mauvais et le PSG n'arrive pas à s'en sortir. Mais là où vraiment j'ai compris que à aucun moment le PSG allait pouvoir gagner ce match, ou même pouvoir égaliser ce match, c'est tout simplement quand Milan a réussi à mettre le deuxième but. Parce que là, on a bien compris que l'AC Milan allait revenir s'organiser dans un bloc encore plus bas que ce qu'on a pu voir au début du match. Ils n'ont plus laissé aucun espace pour Mbappé, et là c'était fini. Là c'était fini quand il a plus de profondeur, quand il a plus la possibilité de partir dans le dos de la défense. Tu le vois plus. Et justement, j'en ai parlé après le match aller. J'avais clairement dit que pour moi, si l'AC Milan voulait ne serait-ce qu'avoir une chance de gagner ce match au Parc des Princes, ils devaient jouer leur jeu. Ils devaient jouer un jeu défensif. Ils devaient jouer dans un bloc bas et chercher les contre-attaques. Parce que c'est vraiment ce qui a fait la force de l'AC Milan aujourd'hui. C'est vraiment ce qui a fait la solidité défensive de cette équipe déjà. Mais même offensivement, le fait de rester regroupé comme ça dans un bloc bas et de chercher les contre-attaques, c'était incroyable offensivement ce qu'il pouvait faire. À chaque contre, les Milanais ils faisaient très mal. Que ce soit sur le côté gauche avec Leao qui a été incroyable, qui a été stratosphérique, un Leao des grands soirs, à base de petits ponts, de grands ponts, d'accélération et tout ça. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je le dis, aujourd'hui Hakimi a été vraiment très mauvais défensivement, faut le dire. Il a perdu quasiment tous ses duels. Il s'est fait dribbler plusieurs fois par Leao sur son côté droit. Après, attention, pour ce qui est d'Hakimi, offensivement, il a apporté certaines choses intéressantes, il faut quand même le préciser. Mais défensivement, Hakimi, c'était pas son soir, encore une fois, il faut le dire. Parce que je l'ai dit plusieurs fois, quand Hakimi est bon, comme ça a pu être le cas par exemple dans les matchs contre Dortmund, dans les matchs contre l'OM et tout ça, on a pu le dire. Pareil dans son match contre Montpellier ce week-end, il a été très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, contre l'AC Milan. Mais là, défensivement, c'était vraiment très compliqué pour lui. Après, attention, c'était pas le seul. Parce que, autant, je vous dis, Leao a fait du sale sur son côté, mais au milieu de terrain, juste Loftus-Cheek, il t'a bouffé tout le milieu de terrain du PSG quasiment à lui tout seul. Il t'a rendu fou Ugarte. Il t'a rendu fou Vitinha. Zahir Emery, il faisait ce qu'il pouvait, mais c'était compliqué aussi pour lui. Mais Loftus-Cheek, à chaque accélération, il me choquait. Ce mec, il était inarrêtable. Il partait comme un taureau, comme un bulldozer. C'était impossible de l'arrêter. Puissance et l'explosivité qu'il a montré dans ce match, c'était du très haut niveau. Franchement, aujourd'hui, en termes de puissance comme ça, en termes d'explosivité, je vois pas de joueurs. Il y a très peu de joueurs qui peuvent te proposer un match pareil. Et quand, justement, du côté du Milan, t'as ce joueur-là qui peut partir comme ça en contre-attaque, et qu'à chaque contre-attaque, il te fait mal comme ça, à chaque contre-attaque, tu sens qu'il peut y avoir du danger dans la défense parisienne, vraiment, tu comprends que là, tu pars avec un avantage énorme en jouant dans ce système basé sur les contres. Et vraiment, si l'AC Milan joue comme ça, même sur l'ensemble de la saison, même sur l'ensemble de leur campagne en Ligue des Champions, ils peuvent faire mal quasiment à n'importe qui. En plus de ça, du côté du Milan, ils ont joué sans ailier droit aujourd'hui, parce que Pulisic, franchement, c'était catastrophique. Vraiment très très mauvais Pulisic aujourd'hui. C'est vraiment dommage que Chukwueze revenait seulement de blessure, mais si t'avais un Chukwueze aujourd'hui sur le terrain, qui était titulaire et qui était en pleine forme, qui était à 100% de ses capacités, alors ça aurait été encore une note beaucoup plus salée pour le Paris Saint-Germain. Par contre, autant du côté du Milan, Pulisic était un petit peu en dessous, mais comme je vous dis, du côté du PSG, j'ai parlé d'Mbappé, mais toute l'attaque du PSG, encore une fois, c'était catastrophique. Alors attention, Dembélé fait un très bon début de match, avec sa transversale, avec certaines actions intéressantes, certaines combinaisons avec Hakimi sur le côté droit et tout ça. On avait du beau. Mais en deuxième mi-temps, encore une fois, Dembélé,
très mauvais. Vraiment très très mauvais. Le Dembélé qui à chaque fois te prend des mauvaises décisions, qui te perd énormément de ballons, qui a énormément de déchets dans son jeu, on l'a revu justement en deuxième mi-temps. Et surtout dans les dernières minutes. Dembélé, faut quand même se dire que dans les dernières minutes, il a la possibilité d'égaliser 2 fois dans cette fin de match, et 2 fois, il est dans la surface adverse, et il arrive à s'écrouler tout seul. Sans qu'il se fasse accrocher, hein. Sans être dans l'objectif de provoquer un penalty. Non, il tombe tout seul, il glisse, il trébuche dans la surface, alors que t'es sur le point d'égaliser, ou en tout cas de chercher une occasion pour égaliser. Et c'est là où tu te rends compte que c'est compliqué. Pareil pour Kolo Muani. Alors, Kolo Muani, franchement, moi, là, l'action que je retiens de sa part, c'est la passe qu'il met à Mbappé, qui lui procure le face-à-face, son premier face-à-face dans le match. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Très belle passe de la part de Kolo Muani. En plus, il la met un petit peu de l'extérieur. Magnifique, rien à dire. Par contre, à part ça, il fait absolument rien encore une fois dans ce match. Encore une fois, tu le vois pas. En deuxième mi-temps, on sait même pas s'il est resté dans le vestiaire ou s'il est rentré sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a là toute la différence. Quand tu vois le match de Kolo Muani et quand tu le compares à celui de Giroud, qui est son concurrent en équipe de France, et qui est passé derrière lui dans la hiérarchie, moi je comprends plus rien. Parce que le match de Giroud aujourd'hui, c'est du très haut niveau. Le match de Giroud aujourd'hui, c'est pas du tout le match d'un joueur de 37 ans. Le mec était partout. Le mec était absolument partout. Il était présent dans le jeu, il était présent dans la recherche du troisième homme à chaque fois, dans ses petites déviations, dans ses petites remises, où il était à chaque fois propre, à chaque fois, il était juste. Et ça faisait très mal dans le jeu de l'AC Milan. Pareil, ben voilà, bien sûr, on va parler de son but. Bien sûr, encore une fois, un coup de tête, comme il a l'habitude de faire, comme il a l'art de le faire, magistral. Alors bien sûr qu'il y aura 2 occasions en début de match, on va dire des occasions qui auraient pu être intéressantes, mais quand on voit ce qu'il fait, comme je vous dis, dans le jeu, ce qu'il fait à la finition, et même défensivement, mais Giroud a été monstrueux. Sur les coups de pierre a été défensif. À chaque fois, Giroud était présent pour dégager le ballon de la tête. Donc aujourd'hui, le PSG se trouve 2ème avec 1 point d'avance par rapport à l'AC Milan. Ils vont affronter une équipe de Newcastle qui leur a fait très mal au match aller. Après, entre le PSG à domicile et le PSG à l'extérieur, c'est 2 équipes différentes. Donc c'est possible que le match retour au Parc des Princes, il sera peut-être différent. Mais c'est possible aussi que le match justement qui aura lieu à Dortmund sera aussi différent. Parce que t'as été bon au Parc des Princes quand t'as affronté Dortmund. Mais t'as été bon aussi quand t'as affronté Milan au Parc des Princes. Par contre, quand tu t'es déplacé là-bas, il n'y avait plus personne. Et surtout, il y a un paramètre important à prendre en compte. C'est que justement, dans ce match-là, Milan, sans s'en rendre compte, les joueurs milanais, ils n'ont pas laissé les joueurs du PSG indemnes dans ce match. Parce qu'il faut savoir tout simplement que la plupart des joueurs du PSG qui ont joué ce match, la plupart, ils sont beaucoup à avoir reçu un carton jaune. Il y a Skriniar, il y a Lucas Hernandez, il y a Ugarte, il y a Vitinha, il y a Kolo Muani. Donc ces 5 joueurs-là, s'ils reprennent un carton jaune contre Newcastle au prochain match, ils pourraient rater le match contre Dortmund. Et ça pourrait être un vrai problème pour les Parisiens. Parce que tu sais justement que contre Newcastle, tu devras mettre de l'intensité. Tu sais que tu devras justement mettre de l'impact parce que c'est ce qui a manqué au match aller. Mais d'un autre côté, si tu mets un petit peu trop d'impact, tu pourrais partir à Dortmund avec des armes en moins. Et vraiment, c'est là où je trouve que la situation, elle pourrait être délicate. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de voir les prochains matchs du PSG, justement. C'est vraiment un groupe intéressant où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de suspense. Et je vais être honnête avec vous, même en tant que je suis supporter du Barça, j'espère vraiment que le PSG partira en 8ème de finale. J'ai envie de voir, bien sûr, Hakimi plus loin dans cette compétition et plusieurs joueurs de cette équipe que j'aime beaucoup. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention sur les prochaines semaines. Sur ce, on se dit à très très vite pour reparler du football européen, pour reparler du football africain, pour reparler de l'actualité de manière générale aussi. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.